Dans ce premier atelier sur le handicap, il y a eu un premier sujet qui était la maladie d'Alzheimer avec une équipe brillante que l'on connaît, rapportée donc par Didier Hannequin, qui a fait la synthèse, je ne crois pas qu'il soit là, qui a fait la synthèse des derniers travaux de l'équipe GCMN. Et qui a montré qu'on avait maintenant des éléments fiables de diagnostic clinique en recherchant et diagnostiquant des protéines dans le LCR d'une part, et qu'on avait de l'imagerie de haute définition qui permettait d'avoir des éléments diagnostiques très importants, et que surtout on avait un support génétique de la maladie avec des découvertes toutes récentes, en particulier le SORLA qui joue un rôle extrêmement important et qui permet de diagnostiquer l'Alzheimer avec un très fort pourcentage de risque. D'autre part, il existe des facteurs de risque génétiques de l'Alzheimer qui existent dans, à peu près, si j'ai bien retenu le chiffre, dans 2% de la population française qui aurait 50% de risque de développer un Alzheimer après 85 ans. Donc on sait maintenant faire du diagnostic précoce de l'Alzheimer avec des outils phénotypiques et cliniques et génétiques. Et ces modes de diagnostic précoce vont permettre de développer vraisemblablement des traitements, ce qui est donc porteur de grand espoir. Il y a eu une discussion qui a été faite à l'issue de cet exposé entre les relations, enfin comment fait-on le diagnostic d'une maladie? Est-ce qu'on le fait seulement sur le phénotype ou sur la génétique? Et il n'y a pas eu, enfin je passe la réponse. L'exposé suivant a été fait toujours dans le domaine de l'Alzheimer par Molka Snoussi, qui remplaçait Heidi Charvin, qui n'a pas pu être présente, du laboratoire ICON, et qui s'intéresse aux tests, en gros des tests neuropsychologiques ou cognitivo-émotionnels qui sont liés à la maladie d'Alzheimer. Et on sent qu'il y a des possibilités de lien entre ces deux équipes. Voilà. Alors ensuite, on a parlé du handicap néonatal avec l'équipe Néovasque, Stéphane Marais, néonatologiste, et Bruno Gonzalez, fondamentaliste. Et malheureusement, le correspondant des SHS, qui était Pascal Hilbert, n'avait pas pu être présent. Et donc, on a bien vu le lien, enfin le caractère translationnel de la recherche. L'étude épipage qui a été faite sur des petits patients, coordonnée par Stéphane Marais, et qui a étudié le devenir des grands prématurés et le facteur de protection qui est le sulfate de magnésium. Et puis au laboratoire, Bruno Gonzalez prend les problèmes cliniques identifiés et les étudie pour savoir quelle est la pathologie présente chez le tout petit animal et quelles sont les possibilités de traitement, avec différents axes et un sujet d'étude sur l'alcoolisme fœtal. J'ai ensuite parlé du handicap cervico-facial en centrant mon sujet sur la réinnervation du larynx pour la réhabilitation des fonctions laryngées et pharyngées, phonation, respiration, déglutition. D'autre part, les paralysies faciales, le problème des paralysies faciales et de leur réhabilitation. Et retour au laboratoire avec l'étude des cellules gliales olfactives avec Nicolas Guéroux, qui permettent d'améliorer la repousse axonale et de la cibler, ce qui, on l'espère, sera porteur d'espoir pour une nouvelle application, un retour à la clinique. Et puis j'ai parlé de notre projet un peu phare, qui est la transplantation laryngée, qui fait la synthèse de ces différentes données et qui fait l'objet d'un dépôt de PHRC cette année, qui paraît un peu compétitif, avec d'autres équipes. Et puis le dernier sujet de notre atelier, qui était tout à fait intéressant, où les SHS sont intervenus massivement, c'était les SHS qui parlaient de la possibilité de communication chez l'aveugle avec le développement d'outils tactiles par Katia Rovira. Diane Bédouin du laboratoire Civic a parlé
développement du langage chez les sourds immigrés, ce qui est un double handicap bien sûr, en expliquant que la langue qui est développée chez ces enfants est souvent la langue du pays d'accueil et qu'ils perdent la langue du pays d'origine qui est ensuite enseignée par la famille. Et puis Régine Selle nous a parlé rapidement de la perception de la maladie par le malade lui-même, en particulier chez l'enfant, chez le petit enfant, et a développé ce sujet qui paraît tout à fait intéressant à rapporter à nos activités cliniques. Donc on a pu, il me semble, établir un lien, enfin il a apparu, il n'a pas été formalisé lors de cet atelier, mais il paraissait un petit peu contingent, il paraissait évident de développer des liens entre les SHS et nos services cliniques et nos laboratoires pour travailler dans un même sens et apporter une complémentarité. Suivante. Bonjour, donc je représente l'atelier cancer. Donc, dans cet atelier, il a été question dans une première partie des risques en fait liés à l'apparition de cancer, donc les génotoxiques notamment. Et dans un premier temps, c'est Daniel Caricabura, je ne vais pas écorcher son nom, et je l'écorche à chaque fois, excusez-moi, et qui nous a parlé donc du laboratoire d'Isola, je ne dis pas de bêtises. Non, mais c'est pas moi. Je m'adresse au SHS, qui nous a parlé des risques en fait des CMR, donc cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, et notamment l'évaluation de ce risque au sein de l'entreprise par les différents acteurs, que ce soit le chef d'entreprise, les médecins aidants, et puis surtout par les employés. Et donc c'est une étude extrêmement intéressante qui montre que, comme on le ressent souvent, les employés en fait négligent ce risque. Il n'y a pas que les employés d'ailleurs, mais c'est eux les premiers exposés. Négligent ce risque pour des raisons, ça nous a été extrêmement bien défini, des raisons sensorielles. Ce sont des risques que l'on ne sent pas ou que l'on ne voit pas et qui peuvent s'estimer, en tout cas leurs troubles toxiques peuvent s'exercer à distance en fait de l'exposition. Et donc ce fait de négligence ne permet pas aux employés de prendre les bonnes pratiques et donc de se protéger. Donc c'était une discussion extrêmement intéressante sur justement l'exposition notamment au bois et à la sciure de bois. Ça a été l'objet d'une grande discussion où c'est quelque chose qui nous est très familier, le bois, et que l'on apprécie par son odeur, mais qui est quelque chose d'extrêmement dangereux pour la santé et qui est tout à fait mal appréhendé. Dans une deuxième partie, c'est Jérémy Le Goff du laboratoire Toxémac, cette équipe Toxémac de l'unité ABTE qui nous a parlé des polluants atmosphériques et des particules. Donc, dans ce travail tout à fait, alors je trouve translationnel, qui prend en compte la société, les moteurs et les aspects biologiques en fait de la tumorigénèse, en évaluant justement ces aspects particules et leur implication directe sur la mutagénèse en fait sur des milieux biologiques, donc à la fois des systèmes bactériens, mais aussi des lignées humaines pulmonaires, qui nous a très joliment démontré comment on pouvait justement démontrer, et c'est assez rare, l'impact de ces polluants sur la tumorigénèse, et comment on pouvait, sur un nouveau projet qui est tout à fait original, démontrer en direct l'impact de ces polluants gazeux sur tous ces modèles biologiques de mutagénèse. Donc d'un point de vue pédagogique, je crois qu'on peut considérer que ce type de travail est absolument très important et très majeur, parce qu'il permettra de démontrer à la population l'impact direct en fait de ce que l'on peut respirer sur la mutagénèse des cellules et comment on pourrait éventuellement réfléchir à un phénomène de société, notamment la circulation en ville, et comment il faudrait réfléchir l'organisation en ville. Et puis on a attaqué alors après le risque en fait auquel nous sommes exposés pour le développement du cancer. Nous sommes intéressés au risque et à l'impact du cancer sur nos fonctions cognitives et sur l'impact aussi du cancer sur la reprise du travail, ces phénomènes étant étroitement liés bien évidemment. Et puis ça nous a permis d'aborder justement le positionnement du cancéropôle nord-ouest au sein de cet atelier, qui a été tout à fait précurseur et déclencheur dans la mise en place d'un projet multidisciplinaire et translationnel qui permet de mettre en évidence comment la pathologie cancer, mais aussi ses traitements, peuvent impacter les fonctions cognitives des patients, et souvent des patients jeunes qui peuvent revenir au travail, et afin bien sûr de travailler sur des patients, mais aussi des modèles animaux. Et dans le cadre de ce projet du cancéropôle nord-ouest, qui fait intervenir à la fois Caen, mais aussi Rouen, et notamment le centre Becquerel, eh bien, on a pu aborder avec Joanne Leffel
comment on pouvait, à partir d'ateliers de remédiation cognitive, tenter de remettre sur les rails des jeunes patientes atteintes d'un cancer du sein dans le cadre de la reprise du travail, puisque maintenant c'est avéré, les traitements peuvent impacter les fonctions cognitives de ces patientes. Dans un premier temps, Joanne a clairement démontré que d'emblée, la prise en charge de ces patientes, l'écoute de ces patientes et le fait même d'écouter leurs plaintes cognitives pouvait avoir d'emblée un impact positif sur leur qualité de vie et sur leur estime de soi. Donc c'est probablement le premier pas vers la reprise du travail. Et donc on a terminé tout à fait en harmonie avec ce concept, avec Géraldine de Blazy, qui nous a parlé, alors c'est quelqu'un qui travaille, une jeune doctorante en lien avec le CHU et le laboratoire PsyNK, qui nous a démontré comment à l'hôpital on pouvait aussi tenir compte de cette reprise du travail grâce à une consultation d'aide à la reprise du travail après un cancer et avec un accompagnement psychologique. Donc il est très clair à la suite de ce premier travail, des résultats préliminaires, que les patients ont changé après le cancer et que leur appréhension aussi de la reprise du travail est liée aussi à comment finalement maintenant faire la part des choses entre sa vie privée et sa vie professionnelle, puisque ces patients veulent rééquilibrer en fait cet aspect-là en particulier, c'est-à-dire un peu moins de travail et plus de vie privée. Donc c'est grâce à ces consultations neuropsychologiques qui sont mises en place à Becquerel et au CHU que la prise en charge du patient semble beaucoup plus complète. Elle va du traitement, du diagnostic, mais aussi jusqu'à la reprise du travail et la vie tout court jusqu'au vieillissement. Voilà, je vous remercie. Bien, pour la troisième atelier, qui était l'atelier épidémiologie, mais qui en réalité était beaucoup plus un atelier d'infectiologie. Il y a eu 3 parties, comme dans l'infectiologie, avec une partie qui concernait plutôt les maladies bactériennes, le VIH, et une les maladies parasitaires. Concernant les maladies bactériennes, François Caron a décrit de façon très détaillée l'hyperendémie d'infections invasives à méningocoque au niveau régional et a décrit en particulier les mises au point techniques très pratiques qui avaient été réalisées au CHU de Rouen et qui avaient ensuite été préconisées au niveau national et l'impact de la vaccination. On a parlé également lors de la discussion de la vision qu'avaient les gens de l'infection et des rumeurs qui avaient existé à la suite de cette infection dont l'origine était au départ pour les gens relativement peu connue. On a ensuite eu un exposé très très intéressant sur l'historique des moyens de mise en place de santé publique à Rouen au XIXe et au XXe siècle par M. Marek, qui a décrit en particulier la mise en place des bureaux d'hygiène et quelles étaient les politiques de santé publique qui au départ étaient au niveau local, tenues par les mairies, puis qui petit à petit ont pu se passer au niveau national pour ces politiques de santé publique. Au niveau de l'infectiologie VIH, M. Mourier nous a montré l'étude de la diversité génétique des variantes VIH, montrant très bien le parallèle qui existait entre la structure génétique des virus retrouvés chez l'homme et retrouvés chez les singes, et donc rappelant les différents modes de contamination qu'il y avait eu à partir des virus simiens, et donc retraçant d'un point de vue causal et également d'un point de vue géographique l'évolution de la pandémie de VIH. Il y a eu également un travail de SHS décrit par M. Ribert qui travaille au Vietnam, une étude très très intéressante où l'impact de la mondialisation sur la mobilité des travailleurs au Vietnam et donc l'impact de cette mobilité sur l'infection au VIH a été décrite. En effet, du fait de la mondialisation et de l'ouverture de pays comme le Vietnam, les populations rurales migrent vers les zones urbaines. Dans les zones urbaines, ce sont des populations qui sont en général célibataires, qui sont donc des populations à risque pour le VIH et qui retournent ensuite dans leur région, si bien que une étude de ce point de vue-là sur le comportement des gens
et sur l'étude de comparaison entre les densités de population et les infectiologies par la densité de l'infection par le VIH a été montrée, et cette étude est en cours, mais donnait des résultats très intéressants. Enfin, en parasitologie, rapidement, moi j'ai parlé du transfert des parasites dans l'aquifère en Haute-Normandie, en particulier concernant Cryptosporidium, et d'une partie plus virologique et entomologique. Mon voisin, M. Vaguet, à qui je vais donner la parole tout de suite, a parlé de l'infection de dengue et de la modélisation, de la transmission de la dengue dans 2 pays, en particulier en Inde, à New Delhi, et à Bangkok, en Thaïlande. Et je vous donne tout de suite la parole pour... Merci. Bien, donc de mon côté, je voulais faire 5 remarques. Premièrement, à la suite de cet atelier, j'ai trouvé qu'il y avait une facilité de collaboration entre des gens qui sont issus des sciences dures et ceux qui sont issus des sciences humaines et sociales, et que l'on peut se parler assez facilement quand on a l'occasion d'être réunis, ce qui n'est pas forcément courant, mais ça commence à être annuel. Je commence à reconnaître les visages de certains collègues, ce qui est quand même satisfaisant. Ça fait quand même plaisir de pouvoir avoir une certaine forme de reconnaissance, notamment si on fait partie des sciences dites molles, c'est mon cas, premier point. Une autre chose qui m'a fait plaisir, c'est aussi de voir que en épidémiologie, et on le sait depuis longtemps, les cartes comptent beaucoup. Donc pratiquement tous mes collègues ont fait appel à soit des géographes, soit des cartographes, etc. Donc il y a énormément d'informations qui sont spatialisables. C'est ce que nous on fait en géographie de la santé. Évidemment, je parle pour plaidoyer pro domo, naturellement. Mais ça veut dire que ce n'est pas une invention, ça veut dire qu'il y a une vraie demande, non pas sociale, mais de recherche, que travailler avec le cartographe, c'est important. C'est quelque chose qui est ancien, puisqu'on l'a vu avec nos collègues historiens, eux-mêmes se tournent vers les cartes pour faire sens, puisque quand on fait une cartographie, il y a énormément de choses qui peuvent advenir dans les types d'explications, dans les déterminants de santé, même des choses qui ont été inventées ou découvertes à partir des cartes. Bref, donc beaucoup de cartes. Deuxième point, ce qui m'a frappé, c'est la dimension construction de la maladie. On parle toujours de cette affaire quand on est entre nous en matière de sciences sociales. Il est vrai que dans tout ce qu'on a pu dire cet après-midi, j'ai été frappé par les questions de perception, et notamment ce qui m'a beaucoup interrogé, c'est le fait que dans cette fameuse épidémie par laquelle on a commencé avec M. Caron de Dieppe, des méningocoques, il y a eu une grande acceptation des vaccinations. Donc évidemment on se dit c'est normal, les gens sont face à des maladies, donc ils ont envie de se soigner, s'il y a des vaccins, ils se sautent dessus, ils sont contents. Oui, mais là ça marche, il y a une acceptation et une demande même, alors qu'ailleurs c'est pas le cas. J'ai pris le cas qu'on a pu étudier récemment, dont on n'a pas parlé cet après-midi, mais de la rougeole qui revient par défaut de vaccination, parce que les gens se méfient de la vaccination. Donc une fois encore, la maladie est très largement un élément de construction sociale, donc avec des acceptations parfois rapides, on ne sait pas très bien pourquoi, on ne comprend pas trop pourquoi, et des moments où il y a au contraire des grands refus qui sont encore plus inexplicables à mon avis. Donc ça m'a beaucoup intéressé, je trouve que tous les gens qui ont parlé finalement ont abondé dans un sens ou dans un autre, ce qui était très intéressant. Troisième point, avec les historiens, on est revenu sur la question, les politiques sanitaires sont-elles efficaces? Alors là, il y a des débats depuis toujours et c'est très passionnant, dans le temps et dans les territoires. Donc on a vu que, notamment avec Arsène, j'ai oublié son nom de famille, Ribert, merci, que par exemple au Vietnam, les lieux qui portent les maladies émergentes comme le VIH sont aussi les lieux émergents. C'est-à-dire que les lieux de la mondialisation sont les lieux vers lesquels on se déplace, vers lesquels il va y avoir plus d'interactions, donc c'est tout naturellement là que va se porter le sida. Et on peut faire des liens avec le temps aussi, puisque il y a beaucoup de choses qui ont été rédigées à propos de la tuberculose, et on n'a pas eu le temps d'en parler cet après-midi pour ne pas faire trop long, mais quand même, il est possible qu'un certain nombre de maladies soient tellement rapides finalement, dans le fait qu'elles naissent, qu'elles vivent et qu'elles meurent, que le temps de construire, que les humains construisent un moyen de se défendre, elles ont déjà quasiment disparu.
Et donc c'est le fameux modèle qui a été établi par McKeown, je ne sais jamais très bien comment on le prononce, un épidémiologiste anglais ou américain, qui a montré que pour la tuberculose a plutôt eu tendance à disparaître d'elle-même, ou alors grâce à l'amélioration du sort de la population, plutôt que grâce à des vaccinations qui n'ont jamais été forcément très efficaces, mais enfin bon, on n'a pas grand-chose. Quatrième et avant-dernier point, donc nécessité de la veille sanitaire, donc ça nous a été démontré par quelques brillantes démonstrations. Donc on a un peu la sensation en sortant de là qu'on est des humains qui vivent en équilibre avec les maladies transmissibles, qui sont toujours un petit peu avec soit un coup d'avance, soit un coup de retard sur nous. Donc on se sent un petit peu moins sûr de nous quand on a entendu tous nos collègues, parce qu'effectivement, il y a, nous disent les virologues, des mutations, par exemple. Donc pour ce qui me concerne, sur la maladie émergente que j'étudie, qui s'appelle la dengue, il y a la dengue qui est aux portes de l'Europe du Sud et même au sud de la France. On se dit, bon, mais il y a quelques cas, quel est le problème? Mais en fait, quand on entre dans le détail, on voit très bien que ce qui s'est passé à La Réunion il y a quelques années, c'est bientôt fini, d'accord? Donc c'est fini. Ce qui s'est passé il y a quelques années à La Réunion pourrait très bien se produire dans la France du Sud, c'est-à-dire que s'il y a une mutation du virus et qu'un très mauvais vecteur de la dengue, comme on a aujourd'hui en ce moment en Europe, et tant mieux, enfin, au sud d'Europe du Sud, Aedes albopictus, ça peut faire un mélange détonnant qui donne des explosions épidémiques qu'on ne saurait pas tellement contrer. Donc, dernier point, quand même, parce que je vois que j'ai le temps, la santé a un coût. La santé a un coût parce que j'ai été un petit peu responsable en matière de santé, que je sais que c'est assez essentiel. Et donc, on a parlé du VIH dans les maladies au sud. Oui, il y a des gens qui vont parler. J'ai fini, je vous rassure tout de suite. Et donc, travaillant sur l'Inde, je suis sensible à ce qui a pu être dit, dans la mesure où, si d'un côté on a les malades au sud, pour ce qui concerne le VIH, et les médicaments au nord, ou inventés au nord, et donc on a une grande distorsion entre les deux, tout le monde le sait, il y a un certain nombre de coopérations qui peuvent exister entre le CHU et puis un certain nombre de lieux. On a parlé de Ouagadougou cet après-midi. Il y a une chose aussi qui est à dire, c'est que les malades du Sud cèdent eux-mêmes dans la mesure où il y a un certain nombre de politiques dans certains pays du monde qui permettent d'avoir accès à ces thérapies, qui sont les trithérapies en l'occurrence ici. Désolé d'avoir été si long. Merci. Merci. Donc pour l'atelier 4, je rappelle alimentation, nutrition, activité physique, du normal au pathologique, approche interdisciplinaire. Je ne fais que rapporter ce qu'on nous a demandé, restitution des ateliers par les modérateurs. Ça fait l'objet de 9 présentations, c'est largement la plus importante en quantitatif, représentant pas moins de 7 laboratoires issus au moins de 4 facultés différentes. Autour de cette problématique de l'alimentation-nutrition se sont croisées des approches très expérimentales et spécifiques, d'autres plus cliniques ou à minima interdisciplinaires. On a parlé de l'animal, de l'homme, on verra après chez le prématuré, l'adolescent, l'adulte. Par exemple, certaines interventions étaient présentées par 2 chercheurs de disciplines différentes. Notre choix en termes de rapport, plutôt que de structurer les présentations par thème ou par méthode, a été de donner la parole aux intervenants dans l'ordre du programme, donc ce qui a croisé les différentes disciplines alternativement. Comme vous avez dans le dossier les résumés de cet atelier 4, nous ne le reprendrons pas. Pour autant, les thèmes représentatifs de l'atelier sont les suivants: carences vitaminiques et comportements, publicité et choix alimentaires des enfants, développement des comportements alimentaires de l'enfant, obésité, activité physique, comportement alimentaire des étudiants, consommation d'alcool chez les étudiants, neuropeptides, dérégulation et comportement alimentaire, place de l'alimentation dans les recours non conventionnels de santé, perturbations peptidiques et troubles du comportement alimentaire. Et donc, Pierre Deschlot va faire une petite synthèse de cette présentation que j'ai faite très rapidement. Oui, alors, comme disait Didier Cholet, on avait une matière très, très riche dans cet atelier et on voit bien l'intégration qu'il y a entre les dimensions nutritionnelles, symboliques, sociologiques de l'alimentation et l'activité physique en regard. Et donc on a parcouru un peu ces interrelations à différents âges de la vie. Il y a eu 2 communications qui ciblaient plus particulièrement le tout jeune enfant, donc le préma avec le rôle conditionnant de la prématurité sur le risque ultérieur de survenue de difficultés au moment de la diversification alimentaire, voire de troubles du comportement alimentaire à un âge plus tardif.
On a vu également, notamment avec nos collègues des sciences de gestion et de marketing, à quel point le jeune enfant était une cible très vulnérable pour le pire en termes de publicité alimentaire ou de conditionnement à des comportements inadaptés, ou peut-être pour le meilleur si on arrivait à renverser les techniques positives du marketing pour des messages de santé publique. Ensuite, plusieurs communications tournées autour du jeune adulte et de l'étudiant, cible à haut risque de comportements addictifs, en particulier donc de troubles du comportement alimentaire, de binge drinking, avec les corrélations qui ont été faites avec des facteurs sociologiques, socio-économiques, psychologiques dans ce domaine-là, et les pistes que ça ouvre en termes de prévention. En corollaire de ces constats épidémiologiques et sociologiques, il y avait 2 communications plus de neurobiologie fondamentale qui mettaient l'accent sur les pistes actuelles de recherche sur les liens entre la flore digestive, le tube digestif et le cerveau en termes de régulation par les neuropeptides, et d'un certain nombre de dérèglements de ces régulations observées donc par plusieurs équipes. À l'âge de la maturité, on sait qu'actuellement un problème majeur, celui de l'obésité, du syndrome métabolique, et actuellement donc 2 équipes collaborent pour mettre en place des thérapies innovantes intégrant manipulation nutritionnelle et activité physique encadrée. Et enfin, donc, quand la pathologie survient, que ce soit le cancer ou le vieillissement, on voit qu'il y a encore beaucoup de réflexions et d'actions à la fois des patients et bien sûr des chercheurs pour essayer d'améliorer la situation au travers de l'alimentation. Une approche très originale développée par le groupe d'Isola sur les alternatives, les médecines alternatives autour du facteur alimentaire et dans le cancer, et puis des pistes concernant l'hyperactivité physique et la dénutrition du sujet âgé au cours de la maladie d'Alzheimer qui pourraient être mis en regard de certaines carences spécifiques en vitamines, ce qui ouvre bien sûr également des pistes de prévention. Et donc, à l'issue de cet atelier, les participants se sont donné rendez-vous pour se retrouver à l'automne de façon à poursuivre les échanges dans un genre de club alimentation, nutrition, activité physique qu'on aimerait continuer à développer. C'était l'objectif.